Un régime qui tient bon malgré 4 ans d'une guerre sans fin, 4 ans depuis le début de l'invasion globale en Ukraine. Eh bien, le régime de Kiev tient bon. On retrouve sur place en Ukraine notre envoyé spécial François-Xavier Ménage. Bonjour François-Xavier. Alors, on parle évidemment de cet hiver sans fin. On parlait frappe russe sur le secteur de l'énergie. L'autre et principal problème aujourd'hui de l'Ukraine et de son armée, c'est le manque de ressources, le manque d'hommes principalement. Ouais, c'est vraiment particulièrement choquant quand, au bout de 4 ans de guerre ici, vous entendez des militaires dire, presque tous d'ailleurs, que ce qui manque d'abord, et ce qui est la ressource la plus précieuse, ce sont les fantassins, ceux qui à pied se rapprochent du kilomètre zéro, ceux qui aujourd'hui, avec la débrouillardise qu'est la leur, avec leur courage aussi, eh bien, tentent en permanence de stopper la progression des Russes. Mais le problème, c'est que ces fantassins qui sont visés par des drones, d'ailleurs, l'un d'entre eux nous disait ce week-end, on a l'impression de jouer au chat et la souris. C'est ça la guerre aujourd'hui en 2026 en Ukraine, parce que les drones sont de plus en plus performants, parce qu'ils vont de plus en plus loin sur les lignes de front et qu'ils font des dégâts énormes. Si je vous parle de tout ça, eh bien c'est d'abord parce que les soldats qu'on a rencontrés avec Pierre Dehorne ce week-end ici, qui sont amputés, on considère d'ailleurs que depuis le début de la guerre, il y a eu 95 000, plus de 100 000 même, amputations pratiquées dans le pays depuis le début de la guerre. Donc, eh bien ces soldats amputés, quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, on comprend justement l'étendue de l'horreur de cette guerre. Je vous donne un exemple. Alexander, 28 ans, il était avec 8 camarades et ils sont tous morts sauf lui quand il y a eu un tir de char russe. Ensuite, il est resté coincé, pardonnez-moi pour ces détails, sous les cadavres de ses collègues, et c'est un drone russe qui a tenté ensuite de le viser et de l'abattre parce que les Russes avaient compris qu'il restait un survivant, et après il est resté de très longues heures avant de pouvoir être pris en charge par une équipe médicale de l'armée. C'était trop tard, il devait être amputé. D'autres histoires comme celle-là, on en a entendu des dizaines dans une clinique qui soigne les vivants. Et parmi les témoignages, l'un des plus forts, c'est quand un soldat dit que certains, quand ils sont touchés au kilomètre zéro et sur la ligne de front, longue de plus de 1200 km, quand ils sont touchés, certains attendent plusieurs semaines avant de pouvoir être pris en charge médicalement. Et il y a des bras ou bien des mains qui ont été touchées, qui se momifient. Ça aussi, c'est la très dure réalité de cette guerre en 2026. Et le président Zelensky, qui sait évidemment mieux que quiconque à quel point il faut plus de forces vives sur le terrain et sur les lignes de front, il a multiplié ces derniers mois des initiatives. Les plus de 60 ans peuvent à nouveau rejoindre l'armée, pas forcément pour combattre au premier rideau, mais en tout cas pour venir en appui. Les femmes également, elles sont 70 000 à avoir rejoint l'armée depuis le début de la guerre, dont 5 000 qui sont sur les lignes de front. Et puis les 18-24 ans, vous le savez, en Ukraine, on intègre l'armée qu'à partir de 25 ans, mais les 18-24 ans peuvent, quand ils signent des contrats d'1 an, eux aussi rejoindre leurs frères d'armes. Donc voilà la situation, alors que l'Ukraine, demain, rentrera dans sa 5e année de guerre. Xavier Ménage, vous restez avec nous encore quelques instants, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord montrer un extrait de votre reportage et on revient vers vous et Pierre juste après. Extrait du reportage. Dans cette clinique, où sont actuellement pris en charge 130 soldats, chacun raconte la violence extrême de la guerre et les ravages des drones kamikazes qui tuent et mutilent. Pour éviter les amputations, les secouristes doivent intervenir immédiatement. Ici, personne n'a eu cette chance. Je suis resté allongé pendant 10 heures à même le sol jusqu'à ce que des collègues puissent m'évacuer. C'était trop tard pour sauver ma jambe. Pour certains soldats, c'est pire. Ils peuvent attendre 1 semaine ou 2 avant d'être évacués. Du coup, les parties de leur corps touchées peuvent littéralement pourrir, voire même se momifier. Voilà pour ce témoignage. François-Xavier Ménage, une question toute simple. Vous suivez cette deuxième partie du conflit, j'allais dire, puisqu'elle a commencé en 2014, réellement, cette guerre. Depuis le début, depuis 4 ans, vous avez été en Ukraine à de très nombreuses reprises. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce que vous constatez lors de la mission que vous venez de faire? Alors écoutez Thomas, votre question est très simple. La réponse, elle va l'être tout autant. Il n'y a plus d'espoir. Le mot de paix, le mot de victoire
on ne les entend plus dans la bouche des Ukrainiens qu'on a rencontrés avec Pierre Dehorn aussi bien à Odessa qu'à Kherson, qui est à quelques kilomètres des positions russes, ou bien ici à Kiev. C'est d'ailleurs frappant de voir à quel point on s'inscrit maintenant dans une guerre qui va continuer. Je vais vous donner un exemple. Vous parliez tout à l'heure en introduction de cette guerre qui vise notamment les installations énergétiques. Vous savez, c'est devenu la première cible des Russes aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, le gouvernement, très loin d'ailleurs des questions de géopolitique, des intermédiaires qui viennent de Washington ou de Russie qui seraient en train de discuter autour d'une table, très loin de tout ça. À Kiev, aujourd'hui, l'urgence, c'est de savoir comment on va préparer le prochain hiver. Comment on va sécuriser davantage les centrales électriques? Comment on va faire en sorte que des centaines de milliers, des millions d'Ukrainiens ne dorment pas le soir avec des températures qui font parfois 5, 6, 7 degrés quand dehors il fait moins 20 degrés. Voilà le pragmatisme des Ukrainiens et vous en entendez aucun pour vous dire que les pourparlers de paix vont aboutir à une solution dans les prochaines semaines. J'en ai pas croisé un et j'allais presque vous dire que année après année, ils sont de moins en moins optimistes. Ça ne veut pas dire que tout ça va s'inscrire sur des années, mais ça ne veut surtout pas dire que les choses vont s'arranger demain. Merci beaucoup François-Xavier. Merci aussi à Pierre pour les images. Soyez prudents tous les deux. Regardez ce que dit Volodymyr Zelensky, déclaration à la BBC. Il dit en fait la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Alors est-ce que c'est un moyen pour le président ukrainien de remobiliser l'opinion internationale, l'Europe notamment, et le soutien crucial qu'on fournit encore à cette Ukraine, ou est-ce qu'il est dans autre chose aujourd'hui, M. Zelensky? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une guerre mondialisée. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une troisième guerre mondiale. Mais c'est déjà une guerre mondialisée, il suffit de regarder. Il y a des soldats coréens du Nord qui se sont battus en Europe, côté russe, ces derniers temps. Zelensky est dans une situation terrible. Et on a vu son amertume aussi bien à Davos qu'à la conférence sur la sécurité de Munich. C'est-à-dire aujourd'hui, le soutien qui lui reste, c'est celui des Européens. Alors les Européens, il y a eu 90 milliards d'euros débloqués par un endettement commun pour acheter des armes à l'Ukraine, etc., etc., etc. Mais ce soutien est quand même insuffisant. Ils n'arrêtent pas de le rappeler. D'où cette amertume. Les Américains ne font plus rien. Ils se posent en médiateurs et même pas en fair brokers. Ils regardent, de fait, ils lorgnent du côté de Moscou. Donc effectivement, aujourd'hui, la situation est telle que pour les Ukrainiens, l'hypothèse d'un renversement de la situation militaire sur les fronts est impossible. Il s'agit simplement, aujourd'hui, de tenir. La population, malgré la fatigue de la guerre, continue à plus de 50% d'être opposée à toute concession, c'est-à-dire l'évacuation des territoires du Donbass que les Russes n'ont pas encore occupés. Mais effectivement, il y a cette terrible fatigue de la guerre et on est rentré dans une guerre qui a été une répétition générale et qui en annonce probablement d'autres en Europe. Colonel, est-ce qu'ils peuvent encore gagner cette guerre, les Ukrainiens? Alors, de toute façon, les Américains, les Russes ne peuvent pas la perdre. C'est ça le vrai sujet. Donc, eux, ils peuvent pas la gagner par la force des choses. Un point qui est très important, c'est qu'évidemment, le fait que ce soit pas une troisième guerre mondiale, c'est l'échec de Zelensky. Rappelez-vous, la deuxième guerre mondiale a duré 4 ans. On est en train de rentrer dans une période qui dépasse la durée de la deuxième guerre mondiale. 4 ans pour l'Union soviétique dont l'Ukraine faisait partie. C'est incroyable. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est son échec. Si ça avait été une guerre mondiale, on l'aurait su au bout d'un an et demi, 2 ans. Maintenant, c'est fini. C'est terminé. On sait que l'Ukraine va rester seule. Et comme le dit mon voisin, évidemment, il restera que les Européens. Et les Européens, aujourd'hui, que je sache, ils se font tirer l'oreille. Financièrement, ils n'ont plus les moyens. On est archi-endettés. Il y a que vous voyez, les armées européennes réfléchissent pour elles-mêmes, les Allemands, les Polonais, mais pas du tout dans le cadre d'une intervention au profit des Ukrainiens. Hélène Bonnet, ils vont rester seuls, à mon avis. Vous connaissez bien cette guerre, vous l'avez couvert sur place à de très nombreuses reprises. La clé du problème aujourd'hui, c'est cette partie du Donbass que les Russes réclament et que les Ukrainiens ne veulent pas céder sans se battre. Qu'est-ce qui peut se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent? Pas grand-chose en réalité que ce qu'on voit déjà, c'est-à-dire des Ukrainiens qui tentent de résister, de préserver cette ville de Kramatorsk. Je voyais encore un reportage ces derniers jours, cette ville vidée à plus de la moitié de ses habitants, sous le feu constant des drones, qui est vraiment le dernier rempart, la dernière grande ville du Donbass, qui protège à la fois l'Ukraine et puis où sont basés aussi un grand nombre de soldats. Donc il y a Volodymyr Zelensky l'a dit dans cette interview de la BBC ce week-end, il n'est pas question de céder ces territoires. C'est ce qu'aimerait la Russie en échange d'un cessez-le-feu, c'est que l'Ukraine cède ces territoires que les Russes n'occupent pas. On a vu effectivement tout un balai de discussions. Ça reste cette dimension territoriale le gros point bloquant.
les Ukrainiens ne veulent pas céder, les Russes veulent continuer. Donc en fait, on va assister à une sorte de statu quo, c'est-à-dire les Russes qui continuent d'essayer d'avancer et les Ukrainiens qui tentent de résister avec cet énorme problème de bras, effectivement, de soldats pour se battre. D'ailleurs, dans la presse, Volodymyr Zelensky disait maintenant, ce serait peut-être bien que les Européens nous aident financièrement pour financer des contrats, faire une armée contractuelle et pas simplement une mobilisation générale.